Alors ça y est, Pierre Desjardins a écrit son article sur Automobile Propre concernant son déménagement en Peugeot e-Boxer. Alors je vous préviens, ça va être long. Au moins 10-12 minutes de lecture, mais bon, je pense que ça vaut le coup parce que vu ce qu'il a vécu là, j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est magnifique. Quand un bonjour, on devient rédacteur en chef du plus grand site francophone spécialisé dans le véhicule électrifié. On remet plus que jamais en question ses propres choix personnels. Ainsi, comment procéder pour déménager de Paris à Strasbourg, où se trouve la rédaction d'Automobile Propre? Louer bêtement un van classique, non diesel, ou choisir plutôt un modèle électrique et en faire encore un article? Le deuxième choix, évidemment. Évidemment. Le problème est que tout le monde le sait, les utilitaires électriques actuels sont d'excellentes alternatives pour la livraison dite du dernier kilomètre, l'étape ultime de la chaîne de distribution en conditions urbaines, ou à la limite périurbaine avec des déplacements courts et à basse vitesse, mais rien d'autre. C'est uniquement une question de coût pour offrir une autonomie décente, un rythme de croisière d'autoroute et ou la possibilité de relier une métropole à une autre à un engin profilé comme une énorme brique. Il faudrait l'affubler à une batterie de capacité considérable, avec l'obligation de plus de la charger à haute puissance, ce qui aboutira à un prix d'achat astronomique. De même, comme nous en sommes encore au balbutiement de l'électrique dans ce segment, et que la demande des professionnels reste faible, les constructeurs ne peuvent tout simplement pas se permettre d'offrir des modèles spécifiquement développés pour la conduite sans émission, et se contentent aujourd'hui de convertir des engins déjà existants, avec les limites techniques de l'intégration que ça implique. Alors, où est-ce qu'on en est de ces véhicules aujourd'hui? Avec le Ford e-Transit, l'un des utilitaires les plus polyvalents en vente, et le Peugeot e-Boxer. Mais si vous n'aimez pas la production du constructeur au Lyon, vous pouvez opter pour un Fiat Ducato ou un Citroën e-Jumper, un Opel Vauxhall Movano, ou même un Ram ProMaster en attendant la déclinaison de Toyota, puisqu'il s'agit exactement du même véhicule au badge près. Il est dispo en plusieurs longueurs de châssis, L1 4,96 m, AL4 6,36 m, et en 3 hauteurs, 2,25 m ou 2,76 m avec des volumes de chargement allant de 8 à 17 m3, le moteur développe 122 chevaux, ainsi que 260 Nm de couple et est alimenté par une batterie à capacité de 37 kWh pour les L1H1 et L2H2 et de 70 kWh pour les L3H2. Ça ressemble fortement cette nomination à H1N1, hein, la grippe là, qu'il y avait eu dans les années 2010. Bon bref, passons. Cette dernière dispose d'un chargement embarqué lui permettant d'encaisser jusqu'à 22 kW, ce qui est énorme en courant alternatif, et accepte aussi le courant continu via CCS Combo avec 50 kW. L'autonomie annoncée officiellement par Peugeot, 117 km avec la petite batterie, 224 avec la grosse. C'est ce dernier chiffre qui nous intéresse puisque notre modèle d'essai est un L3H2, mais il est déterminé à vide avec 100 kg supplémentaires ainsi que 28% de charge utile restante. Qu'en restera-t-il une fois totalement plein? On ne sait pas vraiment. L'embonpoint supplémentaire a une influence, c'est certain, mais son importance varie d'un spécialiste à l'autre. Le consensus se limitant à ça sera moins. Vous voulez un autre chiffre? Sa vitesse maxi est limitée à 90 km/h. Est-ce que je vais envers et contre tout insister pour utiliser cet outil, alors que toute sa fiche technique m'indique noir sur blanc qu'il n'est pas adapté à ce que je lui demande de faire et que je m'expose volontairement à une expérience de tout ce qu'il y a de plus désagréable? Évidemment. J'adore son style d'écriture, lui. C'est bien qu'il soit sur Automobile Propre. D'abord par pur esprit d'aventure, par ce côté pionnier d'électrique, tout à fait flatteur pour l'ego, par un masochisme à peine voilé, mais aussi et surtout parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le fait d'avoir tort, et qu'il est important de déterminer précisément où se trouve le curseur. La conclusion peut en effet aller de c'est possible, mais ça demande toutefois quelques légères concessions par rapport à un utilitaire thermique, à c'est une catastrophe, l'expérience est terminée dans le caniveau d'une route de Seine-et-Marne entre deux champs de betteraves face à un van en feu avec toutes mes affaires dedans. Ouais bon, heureusement que ça n'a pas été jusque là quand même. D'instinct, en empoignant mon fidèle smartphone avec l'incontournable application ChargeMap, nos voisins de bureau chéris me dirigeaient plutôt vers un parcours autoroutier de 486 km, majoritairement sur la 4 en multipliant les arrêts certes, un tous les 130 à 140 km, soit 4 en tout, mais en pouvant compter sur des recharges rapides via le réseau Unity, qui est un des plus fiables. L'itinéraire obligeait même de passer par le superchargeur Tesla de Laxou, ouvert à toutes les marques, ce qui achevait de me convaincre, juste pour l'idée de brancher un énorme utilitaire sur les bornes de recharge Tesla, sous le regard incrédule des disciples de la marque. Mais cette idée n'a pas survécu au premier kilomètre passé à bord de l'e-Boxer sur le trajet du retour du parc de Poissy. Il se montre étonnamment vif dans ses démarrages, mais alors que je n'étais pas particulièrement à l'aise à l'idée d'être à 90 km/h sur l'autoroute, même sur la voie de droite, cette vitesse maximum est atteinte à vide, exclusivement sur le plat, et en maintenant la pédale de droite fermement imprimée dans le plancher. Le rythme de croisière favori du Peugeot semble plutôt s'établir à 80 km/h compteur. Voilà, là, c'est très lent quand même. De plus, sa tentative de se brancher pour tester au superchargeur ouvert de Vélizy 2 s'est soldée par un échec, la charge se lance, mais s'interrompt immédiatement avant de donner le moindre watt-heure.
Mais les mines renfrognées des propriétaires de Tesla, malgré mes petits signes de la main sympathiques en réponse au regard noir, sont tout de même une victoire en soi. Ah le bâtard. Énorme, énorme, énorme. Retour donc sur ChargeMap pour étudier les itinéraires alternatifs. Heureusement, je peux compter sur l'aide de mes adorables nouveaux collègues, parmi lesquels on compte des électromobilistes chevronnés de la première heure. Vous savez, les convaincus depuis toujours qui ont acheté les premières Zoé quand le bonus écologique était proche du symbolique et traversait déjà la France de part en part il y a 10 ans. Pour eux, utilitaire ou pas, la meilleure solution pour aller en électrique de la capitale au chef-lieu de l'Alsace réside dans la Nationale 4. On y roule moins vite, on consomme moins, donc on a moins besoin de s'arrêter pour charger. Le trajet est plus court d'une vingtaine de kilomètres, et il existe sur le parcours une infinité de bornes délivrant du 22 kW, en courant alternatif et même quelques-unes en courant continu. Ah bah c'est parfait alors. On ne prévoit rien et on ne s'arrête quand on a besoin. Une borne ne fonctionne pas ou est occupée, il y en a forcément une autre quelques kilomètres plus loin. Une façon de voir les choses avec une insouciance que seule leur vénérable expérience permet d'avoir et que je me décide à adopter. Alors, disons-le clairement, j'ai vu des rétrofits artisanaux mieux finis que ce e-boxer, pourtant accouché par l'un des plus grands et puissants groupes automobiles de la planète. Ça commence par les classiques boutons DNR, semblant avoir été achetés en solde dans une quincaillerie du coin de la rue, puis lancés en l'air au-dessus de la planche de bord avant d'être collés là où ils sont retombés. Mais ce qui est proche du scandale, c'est l'instrumentation trônante derrière le volant, que vous pouvez découvrir ci-dessous avec, j'imagine, des yeux écarquillés et la mâchoire tombante, comme les biens ont pu l'être. Oui, il s'agit bien du modèle thermique, de celle du modèle thermique, avec toujours compte-tour, jauge de carburant et température du liquide de refroidissement du boxer thermique, mais à qui on a enlevé les aiguilles. Mais ils sont sérieux, quoi. Ils ont laissé ça. Ils ont juste enlevé les aiguilles. Oh là là, le scandale, le truc qui coûte 60 000 €, hein, on le rappelle, hein. Non mais c'est pas possible. Là, franchement, c'est honteux, quoi. Toutes les informations concernant la propulsion électrique se retrouvent dans le petit écran à cristaux liquides façon Game Boy inséré dans le rétroviseur central, inutile dans un fourgon tôlé, et se limite à la portion congrue, la capacité de batterie et l'autonomie restante au milieu, ainsi qu'un voltmètre à gauche et un ampèremètre à droite, fluctuant suivant les sollicitations de l'accélérateur. Pas de consommation instantanée ni une moyenne en kWh au 100 donc, à moins de sortir un papier et un crayon pour effectuer quelques multiplications au volant. De plus, l'autonomie affichée n'est pas un calcul savant, s'adaptant au style de conduite et au profil de la route sur les kilomètres précédents, comme la quasi-intégralité des véhicules électriques du marché, mais purement et simplement le double du pourcentage de ce qui reste dans la batterie en commençant avec 200 km à 100%. D'accord, oui, donc 50% c'est 100 km en gros. Et on termine ce tour de propriétaire par un énorme thermomètre situé en bas à gauche du volant, et semble être emprunté à un micro-ondes des années 90. Je pensais dans un premier temps qu'il affichait la température de la batterie, mais tout porte à croire que c'est seulement celle de l'habitacle. Enfin, j'avoue, les boutons aussi. Oh. Mais n'oublions pas que c'est un utilitaire, certes, à 67 000 €, mais un utilitaire quand même. Acceptons donc que ça ne tienne du détail et que la forme n'ait que peu d'importance tant que la fonction est là. Ouais, non, mais attendez, c'est un pur scandale. C'est une merde en barquette, ce truc. Difficile de se prêter au jeu de l'éco-conduite, la pédale de droite fonctionne comme un interrupteur, passant de l'accélération à la régénération, et inversement avec un léger à-coup, et sans les quelques millimètres de course où se trouve normalement la roue libre. La fameuse technique si efficace du Pulse on Glide, bien connue des hyper milers, délivre alors tellement d'à-coups que ça en devient insupportable. Cependant, comparant les kilomètres réellement parcourus et ceux restant d'autonomie, la consommation à vide, juste avec le pied léger, est une bonne surprise, puisqu'après 45 km de circulation périurbaine, l'affichage n'a retranché que 32 km. Confort et tenue de route sont aussi de bonne facture même à vide, et pour cause, l'e-boxer fait presque 600 kg de plus que son homologue thermique. Et l'absence de bruit et de vibration grâce à la propulsion électrique remplaçant un rebondissant diesel rugueux est très plaisant. Avant le grand départ du lendemain, il convient cependant de recharger l'e-boxer dans tous les sens du terme. Pour ce qui est de la batterie, partir avec 100% s'annonce déjà difficile. Mes petites habitudes de branchement dans mon quartier sont dans 3 parkings souterrains différents. Mais le Peugeot est 60 cm trop haut pour pouvoir y rentrer. Les quelques bornes en surface sont systématiquement squattées par des thermiques. Mais les étoiles décident de s'aligner et je tombe sur un emplacement parfait, suffisamment grand pour pouvoir se garer confortablement et surtout positionné sur la gauche d'une rue en sens unique. Car l'utilitaire au Lyon ajoute à son encombrement une difficulté supplémentaire. Une nouvelle fois, pour faire des économies, la trappe à carburant située derrière la porte du conducteur a été recyclée pour héberger la prise. Probabilité de pouvoir se brancher dans la rue à double sens avec donc la borne à droite, 0. Ça commence mal. Hein. Une fois raccordé sur son débit en courant alternatif, la puissance affichée se montre plus que satisfaisante, 18 kW affichés pour récupérer les 20% de batterie manquants. Je sais que vous allez vous dire instantanément en voyant la photo ci-dessous, mais enfin Pierre, tu es bien gentil, mais il est à moitié vide ton van. C'est ni fait ni à faire ton test. Pourtant non, vos yeux vous mentent, il est totalement plein,
Et c'est là que réside probablement le plus gros facteur limitant de ce e-boxer. Titulaire du seul permis B, je n'ai en effet pas l'autorisation de conduire un véhicule au poids total en ordre de marche supérieur à 3,5 tonnes, ce qui comprend le véhicule à vide, le conducteur et jusqu'à 2 passagers et le chargement. Cela va très vite quand le premier chiffre s'établit déjà pour cette version à 2,7 tonnes, alors qu'il est au maximum de 2,1 tonnes pour l'équivalent thermique, équipé d'un diesel de 130 chevaux. Ajoutez votre serviteur quelques trains de roues complètes pour mon véhicule personnel, 2 bibliothèques démontées, ainsi qu'environ 25 cartons et voyants. Et un voyant s'allume au tableau de bord vous indiquant que vous êtes hors la loi. Le jeu a ensuite été d'enlever les cartons un par un, jusqu'à ce que ce doigt accusateur lumineux finisse enfin par disparaître. À quoi bon opter alors pour ce châssis sachant qu'il existe d'autres modèles un cran au-dessus, en hauteur et en longueur, à pouvoir charger sans avoir à se courber à l'intérieur pour préserver votre dos, mais sinon à pas grand-chose, à moins de vouloir transporter vos sculptures en polystyrène expansé ou d'être représentant en papier bulle. Ah là là, mort de rire les blagues qu'il fait quoi. Bon, déjà 11 minutes, ouf, on n'a pas fini encore. Hein. Ah la vache, en fait ça va prendre 20 minutes quoi, je pense. Je crois que ce sera une des seules vidéos que je vais faire aujourd'hui parce que là c'est beaucoup quand même. Mon dieu. Allez, on va reprendre. Le soleil se lève, le ciel est bleu, le trafic dégagé ce samedi matin, les conditions parfaites pour s'élancer sur la route direction l'est. A4, N104 puis N4. Le Peugeot e-Boxer avale les premiers kilomètres de façon imperturbable, se calant naturellement à 80 km/h compteur, sans sembler être perturbé par son chargement. J'estimais au dos mouillé pouvoir parcourir 150 km avant de commencer à scruter ChargeMap pour déterminer un premier arrêt pour ravitailler en électrons. Mais j'étais un peu pessimiste. C'est au niveau de Vitry-le-François après 175 km que je détermine que faire un léger détour vers le nord jusqu'à Bar-le-Duc permet de faire un premier arrêt et un supermarché Leclerc disposant de nombreuses bornes, dont une en courant continu délivrant jusqu'à 50 kW, pile à l'heure du déjeuner qui plus est. C'est un peu joueur puisque ça fera arriver avec 5% seulement de batterie, 10 km estimés. Mais cela semble possible, les oiseaux chantent, les champs, les forêts et les jolis petits villages se succèdent, c'est tellement plus agréable que d'être sur autoroute. Il est 11h30 quand j'entre le sourire aux lèvres, dans le parking surmonté du Grand L, après avoir effectué 234 km sur une seule charge. Bien au-delà de ce que j'imaginais possible, surtout chargé, ça correspond à une conso de 28,5 kWh au 100. Effectivement, c'est pas mal, hein, pour un véhicule de 3 tonnes 4. Bon, il a dû rouler à l'économie, hein, évidemment. 3 tonnes 4 avec les cartons inclus, hein, évidemment. Et je suis à mi-chemin de mon parcours au kilomètre près, l'ensemble des bornes se trouve près de l'entrée. Les places devant les bornes ne sont cependant absolument pas adaptées pour un camion tutoyant les 6 mètres et je dois me mettre légèrement en biais pour ne pas bloquer totalement le passage dans une travée. Un Peugeot i2008 est en train de charger sur la borne courant continu, ChargeMap m'avait prévenu, mais le temps que je parviens à me garer, laborieusement, son propriétaire revient avec ses courses. Le temps qu'il se débranche, la conversation ne manque pas de s'engager. L'annonce du tarif de l'e-Boxer lui fait pousser un cri d'étonnement. « Mais c'est le prix que j'ai payé ma Tesla Model 3 Performance !» Ah oui, ouais, d'accord, effectivement, oui. Là, ça donne à réfléchir quand même. Hein. Le i2008 étant celui de son épouse. C'est à mon tour de se brancher, mais tout se passait trop bien. La carte ChargeMap valide la charge qui se lance, avant de s'interrompre sans délivrer le moins de kilowattheure. Ah, ça commence mal là. Hein. La borne fonctionne, c'est certain, elle vient de l'utiliser. Le problème vient du camion qui détecte bien qu'il vient d'être accordé, mais il y a ensuite visiblement un problème de synchronisation qui stoppe tout chargement. Évidemment, je reproduis la procédure plusieurs fois avec le même résultat. Je me décide donc à passer sur une charge assez grimpant à 22 kW, ce qui est déjà pas si mal. Pas plus de succès. Cependant, à la troisième fois, malgré le fait que j'ai fait exactement la même chose, la charge finit par se lancer. Cependant, les infos délivrées par la borne et l'écran implanté dans le rétro du camion ne sont pas les mêmes. La borne annonce 11,7 kW, ce qui n'est pas fameux, le second, 5,8 kW, ce qui est franchement mauvais. Oh là là, terrible. Ah ouais, là c'est dur. Hein. Comment ça se fait que c'est mal synchronisé comme ça, là? Mais en fait, ils ont totalement raté ce utilitaire électrique chez Peugeot. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est une honte totale. Hein. Je pars déjeuner en espérant qu'à mon retour découvrir une puissance plus près du potentiel de l'e-Boxer, mais il n'en est rien. L'attente commence. Un jeune retraité vient se brancher avec sa Spring sur une borne AC que j'inspecte une énième fois l'avancée de la charge du camion. Lui est absolument ravi par son achat. Il fait une vingtaine de kilomètres par jour et ne se branche que le samedi en venant faire ses courses. Et encore, pas toutes les semaines, dit-il fièrement. Il a profité du bonus écologique et de la prime à la conversion en faisant reprendre sa vieille Renault Mégane. Elle m'a quasiment rien coûté au final, et quand je vois les petites annonces aujourd'hui, je pourrais la revendre en faisant une jolie culbute. Mais je la garde, je l'adore. Puis il m'abandonne à ma solitude. Les heures passent, la galerie marchande symbolique n'a désormais plus de secret pour moi. J'étais décidé à attendre jusqu'à 100% pour ensuite tenter de rallier directement Strasbourg, mais il est alors 17h. Je finis par craquer alors que le camion est chargé à 55%.
Le nouveau plan est de retenter de le brancher avec le courant continu, et sinon de partir direction Nancy 86 km plus loin, où se trouve une multitude de bornes. Nouvel échec, c'est donc parti pour Nancy. Là, l'enfer commence. J'enchaîne 8 bornes, les unes après les autres, différents réseaux, AC comme DC, je crie, même victoire, en repérant une exactement du même modèle que celle que j'avais pu utiliser près de chez moi avant de partir, mais non, toujours pas. Et avec à chaque fois des manœuvres compliquées, dans des parkings étroits qui mettent ma patience à rude épreuve. L'autonomie fond en vue d'œil, et mon dernier espoir réside dans le Burger King. D'essayer les Nancy, un peu plus à l'est encore, il me reste 20 km d'autonomie. Il faut que ça fonctionne, je commence par brancher le câble 2, type 2, rien. Il y a aussi un câble intégré avec prise combo CCS, mais la prise du camion est trop éloignée de la borne située à l'avant. Agacé, je finis par avancer plus jusqu'à être à 1 cm de la barrière de la terrasse du fast-food. C'est suffisant pour se raccorder, mais nouvel échec. Cependant, un message d'erreur s'affiche. Installation erreur du ring câble check. Donc a priori, un problème d'isolation. C'est bizarre. Il est 21h15, je suis toujours à 160 km de Strasbourg, le désespoir commence à pointer le bout de son nez. Que faire alors? Je ne peux pas héler un taxi direction la gare de Nancy et abandonner le camion avec la moitié de ma vie derrière. Einstein a dit, la folie c'est faire plusieurs fois la même chose et s'attendre à un résultat différent. Mais même un génie a ses mauvais jours, et je n'ai de toute façon rien d'autre à faire. Du coup, je persiste avec le DC, une fois, 2 fois, 3 fois. À la 8e fois, la charge se lance, et quelques watters sont transférés avant de s'interrompre. Il est 22h30, à la 9e ça fonctionne à nouveau, et ça se maintient. La bande délivre 25 kW maximum, elle n'en donne que 21, mais je vais pas faire le difficile. Oh là là, mais comment ça se fait que ça bug comme ça? C'est incroyable. Il est 1h20, les lumières du restaurant commencent à s'éteindre, la charge est à 98%, même plus qu'il n'en faut pour rejoindre Strasbourg. Je me débranche et me voilà reparti, le temps est particulièrement lourd. L'orage gronde au loin avec des éclairs impressionnants. Je m'y dirige tout droit. Puis les nuages se déchirent, une pluie violente s'abat. Il manquait plus que ça pour la conso. Mais même le déluge ne peut entamer mon moral retrouvé. Est-ce que je suis allé trop vite en sélectionnant mon itinéraire sur Waze en optant pour le plus court trajet en distance, en ne remarquant pas qu'il réclame 2h22 pour 160 km? On va pas se mentir, on n'est plus à ça près. Oui, je passe donc des villages minuscules et endormis, toujours sous un rideau de pluie. Donc les villages en question, et il arrive à Strasbourg. Il est 4h30 du matin, la pluie s'est arrêtée alors que je me gare pour tenter une dernière fois de me brancher à la borne la plus proche de mon domicile, avec 37% de charge restante. Mais le temps que je fasse mes manœuvres, elle reprend de plus belle. Une véritable pluie tropicale, sans la température, alors que je me tente tant bien que mal de me dérouler le câble pour le raccorder, juste par principe. Je suis trempé jusqu'aux os pour rien. Le camion refuse une nouvelle fois de charger. Le coup de grâce, je décide alors de jeter l'éponge. Après une course sieste, je décharge le camion, tel un zombie. Je suis arrivé, c'est le principal. Allez, ça se termine. Enfin. Que retenir de cette expérience? Ce que je retiens, c'est que tout aurait pu très bien se passer. Malgré sa conception approximative, le Peugeot e-Boxer s'est révélé être un compagnon de voyage parfait, sur la première moitié du trajet, confortable, silencieux, performant, efficient. Cela aurait pu continuer sur ce ton, s'il n'y avait pas eu de véritables problèmes techniques, et en particulier le recharge. Je ne manquerai pas d'ailleurs de préciser lequel, dès que Peugeot a terminé de faire son diagnostic. Est-ce qu'on peut déménager sur 500 km avec une utilité électrique? Oui, de façon plaisante, mais évidemment à la condition qu'il fonctionne bien. Exactement comme son équivalent thermique. À quel point j'en suis convaincu? Je retente l'expérience à la fin du mois avec un Ford e-Transit pour le 2e round. Espérons que je n'aurai pas autant de péripéties à raconter. Alors je pense honnêtement que le Ford ça ira beaucoup mieux. Tout simplement parce que c'est des voitures plus abouties que ce truc de merde là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais la recharge est catastrophique sur ce véhicule. Sans parler des infos de conso et tout inexistantes. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Et puis les aiguilles qu'ils ont enlevées, ça c'est vraiment lamentable aussi. C'est vraiment... c'est du bâclé quoi, tout simplement. C'est mal fini et tout. Après, c'est un utilitaire, on ne demande pas non plus à ce que ce soit une finition parfaite, mais juste ça, c'est une honte quoi. Ils auraient pu l'enlever au moins, je sais pas, remplacer par un autre truc. Bref, c'était long, mais très intéressant. Donc, si vous voulez déménager avec une utilitaire électrique, prenez pas un Peugeot e-Boxer, hein. Tentez pas, ça sert à rien. Voilà, vous en avez pensé quoi de son trajet à lui? Ciao, ciao.